Ce que je voulais faire, c'était pas de reprendre le premier projet que j'ai fait en sortant du bac, là, surtout pas. Mais peut-être de vous montrer 3 projets qui se sont succédés. Ils sont assez différents les uns des autres, mais juste pour voir un peu comment ça, justement, en quoi ils sont différents puis en quoi ils poursuivent un peu les mêmes objectifs. Euh, je commence avec un projet de 2012, justement présenté à la Galerie de l'UQAM. Avant peut-être de commencer, peut-être les thèmes qui vont revenir dans tous ces projets-là. Il y en a 2 qui sont liés. Un thème qui a toujours été présent dans mon travail, mais qui s'est précisé tout en s'élargissant, dans le fond, c'est la question du contrôle, qui au départ était beaucoup associé à des rapports de sécurité dans mes premiers projets. Puis finalement, j'ai réalisé que c'était l'idée du contrôle de façon plus générale qui m'intéressait, pas nécessairement si possible, en tout cas pas dans un rapport trop binaire du contrôleur et du contrôlé, mais dans les rapports plus contradictoires qu'on entretient avec le contrôle. Les parties, même nos mécanismes de contrôle qu'on ne contrôle pas. Là. Dans le fond, c'est un petit peu cette ambiguïté-là qui m'intéresse. Et l'autre aspect qui est relié, dans le fond, c'est l'idée d'œuvre générative, mais au sens très large, pas seulement informatisée, mais l'idée d'une œuvre qui a ses règles, puis que l'artiste décide, en fait. Hein, il y a un côté de contrôle, encore une fois, de décider de ces règles-là, mais qu'après ça, elle a une certaine autonomie, donc elle peut se générer ou évoluer ou avoir un certain degré d'autonomie. Alors ça, c'est ce qu'on voyait quand on entrait dans la petite salle de la galerie de l'UQAM. Donc, on était confronté à un mur un peu comme un derrière de théâtre ou de décor plutôt de décor de cinéma ou de télévision. On longeait ce mur-là pour tomber sur un autre. Puis au bout, il y avait une porte que certaines personnes ont décidé de ne pas ouvrir. Alors, l'expérience s'est arrêtée là. C'était un monolithe en Lowen. Mais la plupart des gens ouvraient la porte, puis se trouvaient comme ça à l'intérieur d'un petit bureau, tapis industriel, petit téléviseur, tous les éléments que vous voyez là, plus un petit cube noir, puis des sacs de sable. Des objets qui reviennent souvent dans différentes installations. Puis, ce grand miroir, en fait, au mur. Alors, en rentrant, souvent, il y avait aussi un livre, évidemment, sur ce qu'on voit sur la table. Alors, on voit un peu l'effet miroir qui, en fait, était déconstruit à différents moments de la visite, dépendant des visiteurs, parce qu'à un certain moment donné, il y a quelqu'un qui rentrait de l'autre côté, puis là, c'est là qu'on réalisait que c'était pas un miroir, mais c'était une autre pièce avec les mêmes objets, le même téléviseur, la même table, le même tapis, la même horloge. Donc, une fausse réflexion. Cette question-là du double revient quand même assez souvent dans le travail. Cette rencontre-là était volontairement, j'appelais ça de l'art anti-relationnel, c'est-à-dire que, à la blague évidemment, mais les performeurs qui étaient en permanence dans l'installation suivaient une série de règles dont une était de jamais regarder la personne dans les yeux, établir aucun contact, aucune communication. La seule chose que ce performeur-là faisait, c'était de suivre dans son regard périphérique ou à travers le petit téléviseur qu'il y avait de son côté, suivre ses déplacements, les enregistrer, puis les répéter sous forme de motifs, de mouvements, presque des motifs chorégraphiques, mais pas de la danse, juste des mouvements comme ça qui pouvaient être répétés comme des boucles. Donc ça faisait une espèce de chambre d'écho, d'une certaine façon. Là, j'ai quelques photos. J'ai pas beaucoup de photos avec ça, c'en est un avec un visiteur. Ce qui arrivait souvent, c'est que les gens entraient, puis se mettaient à lire le livre dans lequel il y avait des textes qui référaient à l'expérience même qu'ils étaient en train de vivre. Puis, étonnamment,
beaucoup de personnes continuent à penser que c'est un miroir, là, même s'ils ne voyaient pas leur propre réflexion, ça semble être un détail. Puis ce qui est intéressant, c'est de voir, en tout cas moi, ce qui m'a vraiment dépassé, c'est de voir comment, une fois qu'on a décidé de quelque chose, c'est-à-dire une fois qu'on a décidé que c'est un miroir, c'est pas si facile de se faire convaincre du contraire. Donc on est prêt cognitivement à beaucoup de flexibilité pour que ça reste ce qu'on a décidé que c'était au départ. Et puis même des gens qui pensaient que c'était une grosse écran HD. Ça peut paraître étonnant, mais je nommerai pas de nom, là, mais c'est des gens qui devraient normalement être sensibles à des qualités d'image, de pixels, je ne sais pas trop. On parle de commissaire, on parle de... Mais je pense que c'est vraiment le refus qu'il y ait quelqu'un en permanence dans l'exposition. On l'a remplacé par quelque chose d'autre, puis ça aide le cerveau à mieux fonctionner. Alors là, la personne souvent s'assoyait pour lire, puis il n'y avait personne encore dans la salle. Alors évidemment, quand le performeur entrait, le réflexe était de se tourner pour voir qui entre derrière nous, mais il n'y a personne. Puis là, il y avait un basculement. Puis après ça, il y a tout un travail d'essayer de comprendre comment le système fonctionne, parce qu'on finit par reconnaître de nos mouvements, mais c'est pas un jeu de miroir, là. Il y a un décalage, puis moi, j'avais fait les règles pour qu'il y ait assez de prédictibilité et en même temps d'imprédictibilité. Donc, d'essayer de faire en sorte qu'on puisse minimalement comprendre ce qui se passait, puis que ça soit aussi toujours déjoué. Alors ça, c'est l'infrastructure vue de haut. Puis, il y avait une loge en arrière pour les doublures, où ils pouvaient finalement voir ce qui se passait dans l'autre salle, ce qui se passait dans leur salle aussi, parce que des fois, on était 2 performeurs. Puis aussi une autre caméra qui permettait de voir les gens juste avant qu'ils entrent. Donc, ça permettait vraiment d'anticiper leur arrivée. Alors, par exemple, s'il y avait quelqu'un qui était déjà assis en train de lire, il n'y avait pas encore eu de doublure qui était... Je les appelle les doublures, les performeurs, qui s'étaient manifestés. Là, on sent que la personne a continué à penser que c'est un miroir, puis elle est juste plongée dans la lecture. Puis là, on voit que quelqu'un d'autre arrive. Alors là, on rentre en simultané avec cette personne-là, si bien que l'autre personne a fait « Ah, il y a quelqu'un qui rentre derrière moi », elle se tourne, mais c'est pas la même personne. Puis cette personne-là qui entre, elle voit quelqu'un assis. Fait que là, elle se focus sur cette personne-là jusqu'à temps qu'elle réalise que c'est pas elle qui est dans le miroir. Puis là, ça crée des moments, des glitches. Plus personne bouge. Puis à un moment donné, des fois, la nouvelle personne faisait juste sortir puis s'en aller parce qu'il y avait comme un petit temps pour computer tout ça. En tout cas, ça a donné lieu à vraiment toutes sortes de choses. Je vous fais jouer ça ici. Ça, c'est des feeds, dans le fond, des images de surveillance. Ça, c'est un groupe de 3 personnes, plus une 4e qui s'était rajoutée, qui a enlevé son soulier, je ne sais pas pourquoi, qui sont restés, je pense, 45 minutes. Puis là, au stade où on est rendu, ça fait déjà longtemps qu'ils sont là, puis ils sont en train de nous les imiter. Fait que là, il y a une espèce de boucle, là, il y a un feedback, en fait, là. Puis ça devient vraiment assez intéressant. Fait que là, ils font des gestes qu'eux ont fait précédemment, mais en nous regardant eux aussi à travers le moniteur. Fait qu'eux, ils étaient vraiment rentrés dans le jeu, mais il y a eu vraiment une variété de visiteurs. Je vous fais passer un livre que j'ai publié sur le sujet, puis vous allez voir peut-être d'abord le contenu du livre qu'il y avait dans l'exposition, celui-là même qui est en train d'être feuilleté ici. Et aussi quelques règles. Dans ce livre-là, j'ai vraiment mis tout ce qui n'était pas visible, en fait, dans le projet, dont aussi les anecdotes, ou en fait le récit de la part des performeurs, comment les performeurs, eux, vivaient leur expérience. Je leur demandais de faire une espèce de mémoire collective pour que mon projet au départ, c'était drôle, c'était de mettre de l'intelligence artificielle dans de l'intelligence naturelle. C'était un peu absurde, mais l'idée du programme, c'était ça. Puis je voulais que la machine apprenne. Donc, l'ensemble des performeurs partagent
une mémoire, puis puissent, quand il y avait des bonnes stratégies qui avaient été développées, puissent apprendre des autres performeurs pour optimiser le modèle d'une certaine façon. Fait qu'on voit juste toutes sortes de possibilités d'action. Il y avait ces deux gars-là, à un moment donné, qui sont rentrés, qui arrivaient, disons, du carré Émilie Gamelin. Là. Puis, eux autres étaient très, très hyperactifs, puis ils sautaient partout, mais ils ne voulaient plus partir, puis ils essayaient toujours de passer de l'autre côté, mais il n'y avait pas moyen. Fait qu'ils sortaient toujours en espérant pouvoir arriver, puis là, ils s'enfargeaient dans le mobilier, puis là, ben, nous, on intégrait ces mouvements-là dans les routines qu'on répétait. Puis ça donnait des situations assez comiques. Alors là-dedans, il y a cette idée-là du contrôle, mais en même temps qui est toujours doublée par un laisser-aller. Dans le fond, pour moi, dans l'œuvre générative, là, encore une fois au sens très large, c'est ça, hein, on contrôle tous les paramètres, on intervient beaucoup sur la situation, sur le contexte, pour avoir un résultat. C'est pas n'importe quel résultat, on cherche un résultat dans un genre de range, si on veut, mais on ne peut pas contrôler exactement comment les choses vont se dérouler. Alors, c'est un peu la même chose. Il y avait les paramètres ici, c'est une fois que j'ai fixé le lieu, qui est très, très contrôlé, des salles comme ça, des règles écrites, mais après ça, comment les performeurs interprètent les règles, comment les visiteurs interprètent le lieu puis décident d'agir, ça c'est quelque chose que je ne peux pas contrôler. C'est juste une multitude de variables qui... Mais il y a c'est quand même normé comme situation. Alors, il y a des patterns qui finissent par se répéter. Il y avait vraiment des visites types. Il y avait vraiment des choses qui étaient très, très prévisibles, puis des fois des moments très surprenants. Surtout le fait que les gens, dans ce contexte-là, quand ils réalisent qu'ils peuvent interagir, ils font des choses comme qu'on ne ferait pas normalement dans une galerie, comme essayer de monter sur la table pour voir l'autre côté du mur ou faire des monticules avec les objets. Il y en a eu plusieurs qui ont essayé de faire des installations de leur côté de la vitrine pour voir qu'est-ce que nous on allait faire. Alors, c'était le premier projet. Je me demandais si vous avez une question qui vous brûle maintenant, n'hésitez pas. Mais sinon, elle peut revenir plus tard. Je ne sais pas si... Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui essayaient de rentrer dans votre espace? Oui, mais j'avais orienté l'espace de telle façon, je ne sais pas si on le voit dans le... Tu vois, si tu imagines la petite salle là, de la galerie de l'UQAM, il y a une colonne. J'avais, dans le fond, désaxé le cube pour que d'un côté, il bloque sur le premier mur, puis l'autre sur la colonne. Il restait juste un petit espace entre la colonne et le mur que j'ai bloqué avec un foam core. Je pense que c'est assez. Les gens ne vont pas défoncer le foam core. Ça prenait juste quelque chose qui dit « tu peux pas passer ». Mais les gens essayaient de voir, mais c'est sûr qu'au début, plusieurs sortaient pour essayer d'entrer. Ben non, il y avait un plexi, ouais, c'est ça. Non, ça aurait été trop de possibilités, clairement. Je regarde son livre, il y a aussi tout le récit en fait, qui était rédigé. Je ne sais pas c'est quoi l'importance de ce récit-là par rapport à l'expérience. Ben ça, les gens ne pouvaient pas le voir. OK, ce livre noir. Ah non, le livre noir, oui. Ça, c'est le livre qui était sur la table. Okay. Il y en avait 2 copies, une de chaque côté. Puis souvent, dans une visite type, on se retrouvait à faire la lecture côte à côte parce que les gens ils étaient un peu pris avec la présence non communicationnelle. Puis le livre, moi, je l'avais pensé un peu comme ça aussi, comme quelque chose pour se donner une contenance. Un peu comme le magazine dans la salle de... C'est pas qu'on veut vraiment lire les co-vedettes, c'est juste qu'il y a du monde tout le tour, puis il se passe rien pantoute. Fait que si tu peux te plonger dans un livre... Dans le métro, ça fait ça aussi. Alors, ça aidait les gens, ça les occupait. Puis en même temps, il était un peu piégé parce que le texte les renvoyait à leur situation inconfortable. Alors, c'était pris un peu là-dedans. J'aime ça, faire les pièges. Je pense que j'aime les pièges.